Amis internautes, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes pour qui j'ai un immense respect, une immense estime. C'est mon vieil ami Jacob Cohen. Bonsoir Jacob. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Et puis, pour la première fois depuis plus d'un an et demi, mon ami Salim Laïbi, vous le connaissez tous, puisque TV ADP diffuse régulièrement ses capsules et se fait le relais du travail de qualité qu'il produit. C'est un des grands lanceurs d'alerte, un des grands éveilleurs de conscience, quelqu'un qui est en train de faire un travail extraordinaire pour remettre les pendules à l'heure, et Dieu sait si elles en ont besoin. Bonsoir Salim, bienvenue. Vraiment heureux de te recevoir sur TV ADP. Comment vas-tu? Merci infiniment Eric, c'est très gentil comme introduction concernant mon travail. Merci de m'avoir invité sur TV ADP. Je suis très content aussi d'être avec Jacob Cohen, que je n'ai pas eu depuis un moment. Enfin, que je le suivais, je voyais plusieurs vidéos sur Internet, mais je veux dire personnellement. Donc, je suis très content de participer à cette émission et salutations à tout le public de TV ADP. Merci. Alors, évidemment, on a tous les trois un point commun. Nous sommes tous les trois très intéressés et très au fait de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Chacun de nous pour ses propres raisons. Moi, j'ai les miennes et vous avez probablement les vôtres. Alors, j'aimerais qu'on se parle à cœur ouvert. Hein, c'est pas une émission de télé dans laquelle nous sommes convenus d'un discours convenable et politiquement correct. Je vous donnerai évidemment mon sentiment sur la question, mais je suis évidemment curieux d'entendre le vôtre. Alors, Jacob, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Si tu veux bien, on va donner la parole à Salim en priorité, parce que voilà, parce qu'il dit les choses avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'intelligence, et je pense que ça va nous faire du bien de l'entendre. Ben, c'est compliqué, c'est d'une extrême violence. J'arrive même plus franchement à voir les vidéos, je les zappe, les vidéos des massacres sur les réseaux sociaux, tellement c'est violent. C'est extrêmement troublant parce qu'on voit on voit des massacres, des assassinats, un nettoyage ethnique qui se fait maintenant en direct, on le voit en live, grâce à Twitter d'ailleurs, hein, grâce à Twitter. Donc c'est historique, c'est du jamais vu dans l'histoire humaine, c'est du jamais vu ça. Hein, ça aussi, il faut mettre le doigt là-dessus, c'est important. Et au même moment, on a des discours médiatiques qui sont totalement déconnectés, sauf peut-être LCI, c'est cette dernière semaine. On voit des petites choses quand même assez curieuses se passer sur LCI, mais sur les autres chaînes, il y a une négation totale. Mais ça, alors là, par contre, là, c'est du négationnisme. Mais c'est pas du négationnisme comme le négationnisme de la Shoah, 70 ans après, avec des difficultés d'accéder aux archives, c'est compliqué. Etc. Non, là, c'est en direct live, on nie le réel, on nie le moment présent. Non, ça va, tout va bien. J'ai vu Tanguy, je ne sais plus comment il s'appelle, du RN, nous expliquer que l'entité sioniste ne commettait pas pour lui de crimes de guerre. La planète entière dit qu'il y a des crimes de guerre, sauf quelques zozos sur les plateaux télé. C'est ahurissant, ahurissant, ahurissant. Voilà, il y a quelque chose de malsain qui relève de l'hypnose, de la sorcellerie, je ne sais pas comment c'est possible de nier à ce point le réel, comme si de rien n'était, et continuer à passer sur les plateaux télé,
C'est impressionnant, franchement, moi ça m'impressionne. Je le sais, je l'ai déjà vu. Là, on a passé un cap, on a passé des. Là, on est en Ligue des Champions du délire médiatique. Là c'est le summum du summum. Je ne sais même pas si on pourra faire pire. Je ne sais pas. Il y a un gars qui te dit on va balancer une bombe nucléaire sur Gaza, on va tous les raser. Normal, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça a choqué 2-3 personnes. Ils disent ouais, quand même, il exagère. Il exagère? Comment ça, il exagère? Mais c'est un psychopathe, ce type. Il n'exagère pas. C'est juste un psychopathe. C'est un être humain qu'il faut stopper parce qu'il est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est un ministre. C'est pas une discussion de comptoir dans le bar du coin, le bar du sport du coin. Hein. Ça, c'est un ministre qui fait partie d'un gouvernement qui possède l'arme nucléaire et qui explique qu'il faut raser Gaza. En plus, c'est complètement stupide parce que le nuage nucléaire, il va retomber sur eux. Ils ne pourront pas habiter la zone pendant des siècles. Ça n'a ni queue ni tête en plus comme discours. Mais bon, ça, ils le disent tranquillou. Et bien sûr, l'escroquerie intellectuelle. Il y a une double escroquerie. L'escroquerie, bien entendu, du mythe du judéo-christianisme. Hein, je pense que le Rav Dinovitz est le meilleur pour s'exprimer là-dessus concernant ce mythe et l'escroquerie d'Éric Zemmour. Mais la deuxième folie à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est la réhabilitation, le sémitisme du Rassemblement national. Alors là, c'est extraordinaire. Il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a en face, ça c'est la face, la première face de la pièce. Après, il y a le pile. C'est Mélenchon antisémite. C'est l'extrême gauche antisémite. Ça, déjà, c'est un non-sens, c'est antagoniste, c'est un oxymore, il y a quelque chose qui cloche. Mais du jour au lendemain, en quelques semaines, ils ont réussi à faire croire aux gens, même si ça n'a pas marché. Il y a beaucoup de juifs qui sont... Même le CRIF, il a dit non. Même le CRIF, il a dit franchement, là, ça part trop loin. C'est grossier. Mais ils ont essayé, comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, les jouets des enfants, vous savez, les triangles, les carrés et le rang. Ils essaient de faire rentrer un rang dans un triangle de force et on doit dire oui, non, ça va, il n'y a pas de problème. Alors qu'il y a 10 ans, elle dansait dans un truc à Vienne avec des nazis. Bon. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que tous les identitaires, l'extrême droite française, qui applaudit à ce qui est en train de se faire en Palestine occupée avec tous ces massacres, ils vont avoir du mal à digérer la proposition actuellement de Benolel Smotrich, là, qui leur a dit, qui demande aux États-Unis et à l'Occident en général et à l'Europe d'accueillir les migrants, les réfugiés palestiniens. Donc là, on va bien rigoler. Eux qui veulent diminuer les flux de migrants, et à juste titre, c'est leur droit, il n'y a aucun problème. Mais là, soutenir Tel Aviv, ça sera accepté 200, 300, 400, 500 000 réfugiés gazaouis bientôt. Et là, on va voir si l'alliance bancale entre l'ultra-droite et l'ultra-sionisme va durer longtemps. On va bien rigoler. Donc, ça n'a ni queue ni tête, tout ça. Ça n'a ni queue ni tête. Il faut revenir aux fondamentaux, le droit international. Voilà. Il faut arrêter d'écouter, de laisser passer à la télé des hystériques à la Meyer Habib, Franck Tapiro, etc. Ça parle même pas, ça gueule, ça éructe, ça bavasse, c'est insupportable. Et ça crée de la division, de la haine. C'est eux qui font monter l'antisémitisme dans ce pays. C'est eux qui font monter l'antisémitisme. C'est eux. Il n'y a personne d'autre. Cette folie à vouloir faire passer des vessies pour des lanternes, à vouloir faire passer ça crée des tensions, de la haine. On a l'impression, c'est suicidaire. C'est très curieux à observer, hein, anthropologiquement parlant. Franchement, c'est très curieux. Une chose est certaine, c'est que le lobbysionniste a démontré son pouvoir dans ce pays. Et comme le disait le porte-parole du Hamas, Abu Obaïda, en fait, la Palestine, elle n'est pas sous occupation, elle se défend. Par contre, la France est sous occupation sioniste, clairement.
clairement, quand on voit le comportement des médias et des politiques, tous terrorisés à plat ventre devant des mensonges ridicules, du piétinement du droit international que la France a ratifié, a signé, et ils disent rien, c'est normal. Hein, c'est spectaculaire. Franchement, on est en train de vivre un moment qui sera étudié, hein, plus tard dans les universités. Comment ça a été possible, quoi. Donc, c'est très curieux. On observe, on apprend, on prend des coups et on essaie de comprendre où ça va aller, tout ça. Ben, une chose est certaine, ça va mal finir, quoi. Hein. Oui, on a l'impression, effectivement, moi j'ai fait une petite capsule cette semaine parce que j'ai été absolument écœuré par cette manifestation contre l'antisémitisme au moment où on noyait les Palestiniens sous les bombes à Gaza. C'est quelque chose qui est insupportable et je te rejoins un peu sur ce plan, sur le plan que tu as décrit. Ce sont ce type d'actions et d'événements qui alimentent et qui provoquent l'antisémitisme. Parce qu'il faut quand même un minimum de pudeur. Non seulement vous êtes en train de bombarder des populations civiles désarmées, non seulement vous êtes en train d'approuver la politique criminelle et raciste d'un gouvernement, non seulement vous êtes en train d'applaudir, mais en plus vous venez gémir à l'antisémitisme. C'est indécent. C'est tellement indécent que ça sent la manipulation. Et j'ai passé un extrait d'une vidéo où on voit l'acteur Thomas Sisley s'exprimer en disant qu'il était content que les gens, tous ceux qui venaient participer au cortège, mais il était aussi content s'il venait là pour participer à la manipulation. Et en réalité, c'est son subconscient qui a parlé, parce que la vérité, elle est là. C'était une manipulation de l'opinion publique. On prend les Français pour des cons, on leur fait prendre des vessies pour des lanternes, on leur fait prendre les bourreaux pour des victimes et les victimes pour des bourreaux. Et ça, je ne sais pas comment, Jacob, je sais que toi, tu es un honnête homme et tu sais l'amitié que j'ai et le respect que j'ai pour toi, justement, à cause du courage de tes positions. Moi, j'ai toujours dit que si mon peuple, si les Français se comportaient comme se comportent les Israéliens, mais je dénoncerais les Français. Je dirais non, ce que vous faites, c'est immoral. Ce que vous faites est contraire au droit international. Ce que vous faites est contraire à la vérité. Et toi, tu as ce courage-là par rapport à Israël, et bien évidemment, je sais que ça te vaut depuis des années une certaine inimitié de la part de ceux qui ne souhaitent pas entendre ce que tu as à leur dire. Mais justement, nous avons besoin de paroles de vérité, Jacob. Nous avons besoin de gens honnêtes et intègres. Et c'est pour ça que ta parole est respectée, entendue, et à chaque événement tragique comme celui que nous vivons, attendu. Alors, exprime-nous un peu ton sentiment sur la question, sur cette manifestation contre l'antisémitisme. Je pense que tu as dû la vivre un peu comme chacun d'entre nous, comme une indécence suprême. Écoute, en fait, comment dire, on paye le monde ou l'Occident ou la communauté internationale paye 70 ans, 75 ans de démission, de concession, de faiblesse, de refus de voir. Et malheureusement, vous savez, comme dans la vie, comme un jour, on vous présente la facture. Ça veut dire que ça se paye. Et donc, ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis 1 mois et demi, c'est la résultante de tout ce qu'on a vécu pendant 70 ans. Et donc, évidemment, pris comme ça,
ça a l'air terrifiant. Enfin, c'est terrifiant, c'est pas ça a l'air, pardon. C'est terrifiant. Mais il y a une logique. C'est-à-dire, c'est pas. Enfin, moi, ça me surprend qu'à moitié. Et encore, enfin bon, pourquoi? Parce que depuis 1948, le monde a assisté, disons, d'abord avec bienveillance à la naissance de cet État, parce que cet État a su se présenter comme la victime. Vous savez, en 67, pour ceux qui ne savent pas, la France, quand même, qui était, bon, avec sa politique de Gaulle, etc., la décolonisation de l'Algérie, mais la France s'est mobilisée pour Israël parce qu'elle avait digéré le slogan « Ils vont nous jeter à la mer, il va y avoir un nouvel holocauste ». Des gens de gauche, enfin, Sartre, etc., ont marché. C'est là où l'arnaque, moi, je leur tire mon chapeau. Hein. Moi, chaque fois que j'ai l'occasion, je leur dis aux gens, aux musulmans, enfin aux maghrébins, aux palestiniens, etc., étudiez le sionisme. Ils sont extraordinaires au niveau de la propagande, au niveau de la manipulation, au niveau de la pénétration, etc. C'est, bon. Et donc, ils ont réussi. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu une arme extraordinaire qui était le film Exodus en 1961. Vous savez que quand l'équipe du film est arrivée à l'aéroport, elle a été accueillie par le Premier ministre, Ben Gurion. C'est dire l'importance que ce film avait. Et pour moi, ce film a formaté une génération minimum d'Occidentaux dans la lecture, le storytelling du conflit israélo-palestinien. Et tout a découlé, si vous voulez. C'est-à-dire, donc, la guerre de 67, ça a été un miracle parce qu'Israël a échappé à la destruction alors qu'ils avaient préparé des années à l'avance, ne serait-ce que par les deux grandes affaires d'espionnage, une en Syrie et une en Égypte. Donc, ils avaient tout préparé, ils n'attendaient que l'occasion. Et malheureusement, Nasser est tombé dans le piège et il leur a offert l'occasion. Bon. Mais en même temps, ils savent, c'est là, moi je trouve par exemple, les accords d'Oslo ont été une des plus belles arnaques diplomatiques du siècle. Et je n'arrive pas à croire que des gens bien intentionnés ou lucides, etc., aient pu tomber dedans. Pour moi, Yitzhak Rabin et Shimon Peres sont des sionistes pur jus. C'est quoi un sioniste pur jus pour moi? Vous savez, j'ai publié une vidéo il y a quelques jours disant le mythe du sionisme progressiste. Il n'y a pas de sionisme progressiste. Vous savez, ce sont les progressistes qui, en 1948, ont fait le nettoyage ethnique. Ce sont les sionistes progressistes qui ont attaqué l'Égypte en 1956. Donc, vous savez, qui ont mené les représailles terribles de Tantoura en 1953. Enfin bon, la liste est longue. Et au lieu de tomber dans le piège de la France en Algérie, qui s'est enfoncé dans la colonisation, le mépris, etc., en perdant tout, les sionistes ont inventé ce truc des accords d'Oslo qui leur donne quasiment. D'abord, vous savez que la Chine et l'Inde n'avaient pas de relations diplomatiques avec Israël. Ils les ont établis en 93, qu'ils ont vu les accords d'Oslo, ils ont dit on ne peut pas faire autrement. Et donc, voilà les manipulations. Et après, il y a eu les Sayanim, etc. Enfin bon, dont éventuellement, peut-être, on pourra en parler parce que toute la force, vraiment, médiatique, politique, diplomatique, économique, vient des 40 à 50 000 agents infiltrés dans les sociétés occidentales et qui manipulent ces sociétés depuis 60 ans, 70 ans même. Non, 60 ans, parce qu'ils ont été créés en 59. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est la résultante. C'est-à-dire, on a appuyé cet État. On ne peut pas, pour moi, de toutes les façons, cet État ne signera jamais pour un État palestinien libre et indépendant. Donc, ce n'est pas la peine de rêver. Ceux qui le rêvent sont soit naïfs, soit, comme on disait, ceux qui s'allient avec les communistes, on disait les alliés objectifs des communistes. Donc, il n'y aura pas d'État, sauf un Bantoustan sous contrôle. Pourquoi? Parce que les sionistes ont établi une règle, et je regrette que des Arabes ne la connaissent pas, ou en tout cas font semblant de ne pas la connaître. Sur ces terres, il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme. Vous savez, la manipulation, une des manipulations extraordinaires de leur propagande sioniste,
c'est qu'en 1947, ils ont dit « nous acceptons le partage ». Ouais, c'est connu, hein. C'est eux qui n'ont pas accepté. Mais qu'ont fait les sionistes? Ils ont envoyé une délégation secrète en Jordanie, en Transjordanie à l'époque, ça s'appelait. Ils ont passé un accord avec le roi Abdallah. Ils lui ont dit, écoute, nous, on prend une partie de ce qui revient à l'État palestinien et vous prenez le reste. Et donc, ils ont empêché la création d'un État palestinien. Enfin, je veux dire, cette histoire est pleine de... Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tous ces pays qui ont soutenu Israël, ils ne peuvent pas faire autrement que de le soutenir. Et je terminerai par juste un truc, c'est que les États occidentaux, ils ont la trouille de cet État. Ils ont la trouille. Vous savez, souvent, on répète dans les chancelleries occidentales, les gens, ils ont une haine, enfin presque, enfin vis-à-vis de... C'est un mépris de cet État, de ses actions, de ses manipulations, etc. Et ils se disent, cet État voyou est capable d'envoyer. Vous savez, si on le fait, si on ne lui obéit pas en lui imposant, par exemple, un État palestinien qui irait contre ses intérêts, et ils ont la doctrine Samson, c'est-à-dire, si on doit disparaître, eh bien, que le monde disparaisse avec nous. Voilà. Oui, c'est effectivement. Je pensais à ça tout à l'heure en préparant l'émission. On a l'impression de revivre les versions modernes de Masada avec des fanatiques, les zélotes modernes qui, à la limite, parce que objectivement, quand on y réfléchit bien, ces gens affrontent en ce moment le droit international, affrontent la communauté internationale, parce que il ne s'agit pas des gouvernements. Les gouvernements occidentaux, on sait tous ce qu'ils valent. Ce sont des pantins qui n'ont aucun pouvoir. Ils font exactement ce qu'on leur dit. Tu es pas de cet avis, Salim? Je te vois. Si. À part actuellement l'Espagne qui a fait des déclarations sympathiques, la Belgique qui demande des comptes concernant les... Bon, bref. Mais c'est... Non, ils sont... De toute façon, ils contrôlent quoi? Les Européens, ils sont sous la direction de la folle d'Ursula von der Leyen, totalement corrompue, impliquée dans des scandales monumentaux. Les États-Unis, bon, c'est eux qui commandent en réalité, c'est Washington qui commande, c'est pas Tel Aviv, hein. C'est l'axe Londres-Washington qui donne déjà 4 milliards tous les ans, 4 milliards de dollars tous les ans en armement. C'est pour ça qu'ils bombardent comme des sauvages, parce que c'est gratuit en fait. C'est trop facile. N'importe quel général de l'armée, il fait gaffe avant d'envoyer une bombe, hein. Ils n'envoient pas n'importe quoi, des tapis de bombes, ça coûte de l'argent. Et il faut tenir toute la guerre, etc. D'ailleurs, on le voit avec Poutine. Poutine, ils ont balancé en 15 jours plus de bombes que 20 mois de guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que c'est cadeau, c'est gratuit. Ils viennent de signer une rallonge de 14 milliards, les États-Unis. Donc, bon, voilà. Et ils ont une force de frappe. D'ailleurs, les accords d'Oslo, apparemment, c'est Bill Clinton qui a menacé Arafat, hein. Il l'a pris par le col, il l'a menacé, il lui a dit c'est ça ou tu es un homme mort. Tu es un homme mort, je te poursuivrai. Voilà. Donc, c'est le problème, le vrai problème, c'est les États-Unis, la force de frappe américaine, c'est le PIB américain qui s'impose, le dollar, l'armée américaine. Là, vous avez vu, hein, dès que ça a commencé, bim, le porte-avions américain qui s'avance. On est là, attention, personne ne bouge, hein, attention, on vous surveille. Donc, c'est ça aussi. Mais concernant la pleurniche, pour les arabisants, j'imagine que Jacob va reconnaître, il y a un proverbe arabe qui dit Darbni ubka sabaqni ushtka. Il m'a frappé et il a pleuré, c'est lui qui a pleuré et il m'a précédé dans le dépôt de plainte au commissariat. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est eux qui colonisent, qui martyrisent, qui multiplient les crimes de guerre, les blocus, les nettoyages ethniques, et c'est eux qui pleurnichent en expliquant que c'est les victimes d'une menace extraordinairement violente alors qu'ils ont face à eux un groupuscule militaire du Hamas avec des très petits moyens qui sont incomparables. C'est honteux de pleurnicher face au Hamas. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Parce que, je sais pas, c'est comme si Tyson,
il commençait à faire la tournée des plateaux télé et à chialer parce qu'il y a un gamin de 5 ans qui l'a frappé, qui le menace. C'est exactement la même chose. Il dit, c'est pas possible, vous êtes fous. C'est ridicule. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous avez la bombe nucléaire, vous avez des chars en quantité infinie, vous avez le dôme de fer, les missiles patriotes gratuits, cadeaux. Pleurnichez pas. D'ailleurs, je voulais lire un truc rapide de Jacques Beau dans son livre Terrorisme. C'est un militaire sioniste suisse qui a écrit ça, que je trouve génial et qui pourrait faire réfléchir certaines personnes qui se disent les pauvres, l'Israël souffre, ces Arabes terroristes. Israël est le seul pays du monde à n'avoir pas su juguler la menace terroriste en plus de 60 ans. Des centaines de terroristes ont été tués, des milliers de maisons détruites, mais les groupes armés se sont multipliés, se sont radicalisés au fil des ans. Que ce mécanisme qui est clairement observable soit le résultat d'un aveuglement ou au contraire le fait d'un machiavélisme scénique est un débat qui sort du cadre de cet ouvrage. Ce qui est certain, c'est que la politique régionale et sécuritaire d'Israël, depuis sa création, a été de nature déstabilisante. Fin de citation. L'Algérie a vécu des années noires, une décennie sanglante, mais d'une violence inouïe. Ils ont réussi à signer une amnistie. Ça ne peut pas durer 1000 ans, cette affaire. Ça n'a pas de sens, sérieusement. Donc, c'est qui le problème? C'est le sionisme, le problème. C'est lui qui crée ce chaos. Voilà. Avec les Américains qui ont déstabilisé l'Irak, qui ont créé Daesh, et tout le reste qui suit. Mais tous ces mouvements de masse de réfugiés, c'est qui? C'est pas les États-Unis avec leur carnage partout dans le monde. En Afghanistan, en Syrie, en Irak. Enfin, il y a un moment donné, il faut voir la réalité en face, quoi. Alors tu disais, Jacob, que Israël ne se contenterait que d'une situation qu'il imposerait aux Palestiniens. Oui. Comme si les Palestiniens, eux, allaient accepter la situation que souhaite lui imposer Israël. À mon avis, il n'y a pas d'issue. Si les Palestiniens résistent depuis 75 ans, ils vont pas s'arrêter demain, même dans le cadre d'une défaite militaire qui est loin d'être une évidence, puisque pour l'instant, comme le disait Salim, on a peut-être 40 000 hommes en armes qui font face à une des armées les plus sophistiquées et les mieux alimentées au monde, et ils n'arrivent pas J'ai vu des images de soldats israéliens pleurant, disant on a affaire à des fantômes, on les voit pas, on les voit surgir et puis disparaître. Effectivement, une guerre asymétrique dans de telles conditions peut être effrayante, même pour l'armée la plus vaillante du monde, dont on sait les uns et les autres quelle est sa valeur véritable. L'armée israélienne n'est qu'une armée de bouchers et elle ne peut être efficace que face à des enfants. Je rappelle les propos de mon ami Bruno Guig, qui écrivait au moment où Sarkozy était président: Israël est le seul pays au monde où les soldats attendent l'heure de la sortie des écoles pour pouvoir tirer sur des enfants. Voilà la qualité de l'armée israélienne. Ce n'est ni une armée morale, ni une armée courageuse. Alors moi, je ne crois pas du tout, mon cher Jacob, au statu quo. Je pense qu'au contraire, le temps joue en faveur de la résistance, et je me refuse, par exemple, à nommer le Hamas. Les premiers jours, j'étais absolument subjugué par cette obsession des journalistes à interroger chacun de leurs interlocuteurs en disant: est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Mais attendez, on va commencer par le commencement. On a 75 années de résolution de l'ONU votées contre Israël.
on a 75 années de résolution de l'ONU qui condamne Israël pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On a des années et des années de condamnation de l'ONU pour expropriation, pour colonisation. Bon, commençons par le commencement. Ces gens qui se défendent résistent à une occupation. Et c'est un droit absolu garanti par l'ONU que de pouvoir exercer son droit à résister dans le cadre d'une occupation. Et ça a été incroyable de voir l'inversion accusatoire pratiquée par à la fois les journalistes et à la fois les politiciens qui ont fait preuve vraiment d'une obséquiosité. J'aurais honte à leur place. Finalement, cette guerre aura au moins ça de positif, c'est qu'elle démasque les lâches, elle démasque les malhonnêtes, elle démasque les vendus, elle démasque les corrompus. Et dans notre pays, nous avons la classe politique la plus corrompue d'Europe. Je crois que les Allemands n'ont rien à envier aux Français, les Français n'ont rien à envier aux Italiens. Ils ont tous été faire leur pèlerinage à Jérusalem, rencontrer Monsieur Netanyahou pour lui dire à quel point il avait raison de se défendre contre ces méchants terroristes qui mettaient en danger l'existence même d'Israël. Alors je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ce que je sais, c'est que c'est un événement qui va marquer durablement la conscience collective, la conscience des peuples du monde, et que définitivement cette fois, et d'une manière claire, nous assistons à un soutien massif des peuples de la terre en faveur du peuple qui est l'opprimé. Et l'opprimé, ce n'est pas Israël. L'opprimé, c'est le peuple palestinien. Ça, c'est devenu une évidence pour tous. Parce que moi, j'ai mis plus de 10 ans, en tant que journaliste, à essayer de faire basculer un tout petit peu, l'opinion publique française en faveur des Palestiniens, en disant « Mais attendez, ne voyez pas les Palestiniens comme on vous les présente dans les médias mainstream, parce qu'on est en train de nous manipuler, on est en train de vous mentir, on est en train de vous faire passer des opprimés pour des bourreaux, parce que ceux qui détiennent les médias, eh bien, ce sont les bourreaux. Alors les bourreaux vont pas vous faire de la publicité pour les opprimés. » Alors, moi, j'ai l'espoir qu'effectivement, Israël va être obligé, cette fois, de se soumettre au droit international, ou alors il devra subir une pression, peut-être pas des politiques, mais une pression populaire comme il n'en a jamais vécu. La souffrance est trop grande. La souffrance qu'on inflige en direct en ce moment. Moi, c'est ça qui m'a rendu malade pendant une semaine. Je me nourrissais tous les jours, de minute en minute, d'heure en heure, de tout ce qui se passait à Gaza. Jacob, je suis tombé malade. Je n'en pouvais plus. Et pourtant, je suis pas un garçon fragile. Mais j'imagine les gens qui assistent à ce génocide en direct, avec le sentiment d'impuissance, avec le sentiment de se dire qu'on peut rien faire pour sauver ces gens innocents, ces femmes, ces enfants, ces vieillards, et qu'on est en train d'assister au plus grand crime que l'humanité puisse produire devant nos écrans d'ordinateur, en disant bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, cette fois, la souffrance que ces images nous infligent est trop grande pour être oubliée. À mon avis, on ne va pas oublier, ni vous, ni moi, les images qui nous ont nourris depuis des semaines. Et ces images-là, on va se les traîner dans le cœur et dans la mémoire pendant un temps infini, jusqu'à ce que Israël finisse
soit par se conformer au respect du droit international, soit alors s'exposer à une réprobation des peuples du monde. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus violent que les bombes, c'est l'isolement des autres peuples. Et c'est à ça, à mon avis, qu'Israël va s'exposer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce n'est qu'un avis personnel, et bien évidemment, je peux me tromper. Si je peux me permettre, je vais d'abord faire une remarque préliminaire. Tu t'étonnes du comportement des médias et des hommes politiques. Enfin, le Covid et l'Ukraine nous ont montré à quel point ils savent mentir et tromper les gens avec un culot monstrueux. Donc, je veux dire, ça ne fait que confirmer vraiment, parce que les médias et les hommes politiques ont fait avec une assurance et une arrogance et une impudence pendant 2 ou 3 ans. Donc, il y a pas, c'est pas la peine de s'étonner. C'est ainsi que, il y a une phrase célèbre, c'est ainsi que les hommes vivent. C'est ainsi que les classes politiques, c'est ainsi que les dirigeants fonctionnent. Enfin bon, peut-être cette période-là est un peu plus complexe ou un peu plus absurde ou un peu plus cynique que d'autres, mais on est dans la droite ligne. Jacob, à un détail près, excuse-moi de te couper, à un détail près, c'est que là, c'est devenu une évidence que les médias et les hommes politiques sont otages ou sont au service du sionisme. On a vu enfin le visage de leur maître. Tu les as vus, mais il n'est pas évident que tout le monde l'ait vu. C'est ça, c'est ça le drame. Eric, je pense que, comme pour l'Ukraine, comme pour le Covid, il y a certainement une partie de la population qui continue à croire ce que les médias, si 95% de la population se détournait de ce que leur disent les hommes politiques et les médias, je crois qu'on n'en serait pas là. Voilà. Donc, je crois qu'il y aurait quand même des changements concrets et appréciables. Voilà. Et donc, la propagande martelée comme ça veut dire qu'elle marche. Elle marche sur une partie de la population. Et je suis sûr que si on faisait un sondage de rue, voilà, malheureusement, je le regrette. Mais pour revenir à la question principale, enfin, vraiment centrale, moi, personnellement, en tout cas, j'ai la conviction, je connais un peu la mentalité sioniste, je connais l'état d'esprit et surtout l'évolution du sionisme. C'est ça le truc, c'est que mettons jusque dans les années 60, 70, avec un peu de pression, avec un peu de fermeté, on aurait pu arriver à un modus vivendi. C'est-à-dire qu'on aurait pu obliger la classe sioniste à un modus vivendi. Mais à partir du moment où on a laissé l'occupation se faire, l'occupation c'est quoi en fait? L'occupation a développé 1 million d'Israéliens, comment dire, complètement cinglés. C'est-à-dire, ils ont trouvé leur messie, ils ont trouvé leur messianisme, ils ont trouvé leur terre promise. Vous savez, dans la vraie terre promise, c'est pas celle que les sionistes laïcs, athées, trotskistes ont fondée à Tel Aviv, Rishon LeZion, etc. Non, la vraie terre sioniste, c'est Naplouse, ça veut dire qu'ils appellent Shrem, la Cisjordanie qu'ils appellent Yehuda et Shomron, qu'ils appellent comme ça chaque jour. Donc, ça rentre dans Aujourd'hui, pour beaucoup d'Israéliens, les colons sionistes qu'on voit avec la calotte, etc., ce sont l'équivalent des pionniers sionistes. Et donc, ils sont complètement, et avec leur taux de natalité. Vous savez, moi, j'ai dans ma famille des gens comme ça, donc ils font 10-12 enfants. Hein. Donc, j'ai quelqu'un de très proche qui a 12 enfants. Donc, et ils sont de plus en plus. Vous savez, c'est pas du tout une surprise, le gouvernement de Netanyahou, le dernier. Ça a été, comment dire, c'est quelque chose qui s'est fait par la force des choses. Et il ne peut aller qu'en s'accentuant. Et ces gens, on les tuerait
et ils n'admettraient même pas un Bantoustan, même un Bantoustan palestinien, où il y aurait un drapeau, un représentant à l'ONU et tout, ils auront du mal à l'admettre. Et donc, voilà, la communauté internationale est confrontée à leur Frankenstein, qu'ils ont développé, gâté, armé, bercé d'illusions, etc. Et ce Frankenstein leur dit, mais moi, c'est contraire à ma sécurité, moi, un État palestinien. Je ne peux pas. Et ben, moi, je souhaite bonne chance à ceux qui voudraient le lui imposer. Voilà. Et malheureusement, vous savez, la communauté internationale, il ne faut pas se faire d'illusions. Les relations internationales ont toujours été basées sur le rapport de force, le cynisme, l'exploitation, la domination. C'est pas nouveau. Et tous les beaux principes. Vous savez, moi, ça me rappelle, enfin, juste pour finir, juste une petite anecdote historique pour vous montrer à quel point les relations internationales, quand on arrive au niveau de l'État, c'est autre chose que les principes humanitaires. Vous savez, au XVe siècle, il y avait un évêque ou un archevêque de Rotterdam qui avait publié l'Épître de Rotterdam. À l'époque, il n'y avait que des catholiques. Elle était très célèbre. Moi, je l'avais étudiée à Sciences Po. Bon. Eh bien, il leur disait quoi? Il leur disait, mais enfin, il s'adressait au roi d'Europe. Il dit, nous sommes tous chrétiens, catholiques, nous obéissons au pape. Pourquoi vous vous faites la guerre? S'il y a des problèmes, on va les résoudre pacifiquement, on discute. C'est du bon sens. Eh bien, allez dire ça au roi de l'époque. Non, malheureusement, c'est un fait. L'humanité est habituée aux guerres parce que dès qu'on a un peu de puissance, on a envie de dominer et ainsi de suite. Et donc, on perpétue ce système-là. Et malheureusement, Israël appartient aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est un acteur majeur ou un acteur important, incontournable des relations internationales. Je ne vois pas la Chine, ni la Russie, ni l'Inde lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Et Israël est, comment dire, il mène des expériences au bénéfice de l'Occident, par exemple. Comment contrôler une population de 2,5 millions d'habitants en Cisjordanie? Comment la contrôler? Et ça, la France, les États-Unis, ils sont demandeurs. Les nouveaux armements, les nouveaux téléphones pour surveiller, comment dire, le contrôle aux faciès, enfin, les caméras, etc. Et ça, beaucoup de choses viennent d'Israël. Israël est un acteur qui bien sûr, ils sont gênés un peu aux entournures, mais il faut pas, enfin, à mon avis, moi je donne un avis personnel, ils ne feront pas grand-chose. Et ces images, malheureusement, qu'on voit aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai dit il y a quelques jours dans une vidéo, ça va, probablement, ils vont éviter de faire des choses qui pourraient enclencher un conflit régional. Du style, on va mettre 2 millions, allez, on les pousse dehors. On les poussera peut-être, mais petit à petit, de manière déguisée, etc. On va essayer de faire en sorte que ça se calme un peu, pas trop, que ça ne se voit pas trop, et puis on passera à autre chose. Il y aura un autre ordre du jour. Enfin, moi, c'est mon opinion. Je le dis avec beaucoup de tristesse. J'espère me tromper, mais voilà. C'est en tout cas, je la donne avec ce que je sais d'expérience. Et voilà. Salim? En fait, il se passe quand même des choses. Je pense que ce que vient de dire Jacob Cohen est juste dans le sens où c'est ce qu'ils veulent faire. Par contre, il se passe des choses qu'ils ne contrôlent pas. Notamment, on a entendu des gars des services de renseignement israéliens être catastrophés par la vision qu'ont les jeunes sur TikTok de leur massacre. C'est vraiment, ils ont perdu la guerre. Hein. Là, clairement et définitivement, il y a Scott Ritter, qui est un militaire américain qui est très connu, qui le dit également. La guerre de l'opinion publique, ils l'ont perdue, mais à plate couture, quoi. C'est catastrophique dans le monde entier. Je ne sais pas si vous avez vu en Irlande, il y a un couple marié qui a manifesté pour la Palestine. Dans les stades de football américain, entre Harvard et je ne sais plus quelle université, toutes les universités aux États-Unis sont acquises à la cause palestinienne. Vous avez vu comment s'est transformée la mascarade de la
de l'hôpital Shifa, où on nous a expliqué que les sous-sols étaient, c'était le commandement du Hamas. C'est devenu des mèmes. Je ne sais pas si vous avez vu le mec qui présentait avec la boîte de dates. Enfin, on est arrivé à un degré. Maintenant, le monde entier se moque sur Internet. Il se moque d'eux. Il y a des sketchs, il y a des gamins qui font des. J'ai vu un gamin qui a fait une vidéo en expliquant, voilà, ça c'est, ils mettent des, ils se moquent de la propagande sioniste qui explique que, regardez ici, il y avait les, alors que tout le monde, hein, la planète entière a vu qu'il n'y avait pas de salle de commandement, de rien du tout. Il y avait un PC dégueulasse, 3 talkie-walkie que tu achètes à Toys R Us. Enfin, c'était pâté, et une boîte de dates à moitié vide. Donc, si avec ça, tu organises les attaques du 7 octobre, c'est que, bon, ils nous ont refait le coup du 11 septembre avec 3 QTR, quoi. Avec 3 QTR, tu peux déstabiliser le monde. Qui peut croire ça? Bref, sur LCI, c'est en train de bouger. Moi, j'ai vu des choses, notamment, comment il s'appelle, le général, bon, l'ex-ambassadeur en Israël, Monsieur Haro, le général Richou Nicolas, qui a expliqué clairement que que Meir Habib était indigne de sa fonction, c'est extraordinairement violent. Il y a le journaliste de l'IB, là, le spécialiste européen de l'Europe, Quatremer. comment il s'appelle? Jean Quatremer. Jean Quatremer, qui a parlé de nazis, de comportements tels l'Allemagne nazie, pire que l'apartheid sud-africain. Et il a dit c'est inacceptable, impardonnable, incompréhensible, c'est de la colonisation, ils auraient dû quitter la Cisjordanie, c'est inconcevable, etc., etc. Donc, je pense qu'il se passe des choses aujourd'hui. Je parle même pas des pays musulmans, ça c'est une autre affaire. À la rigueur, bon, ils soutiennent, même si leurs gouvernants sont tous des traîtres. Mais voilà, quoi, il se passe des choses qui je pense, c'était pas le cas. Même la lettre de Ben Laden, que les sionistes ont voulu instrumentaliser pour faire croire aux Américains que le Hamas égale Ben Laden, eh ben, c'est retourné contre eux. Ça a fait un mouvement de panique parce que les gens, en fait, les jeunes de 20 ans, 25 ans, ils connaissent pas Ben Laden. C'est loin, en fait, on se rend pas compte, nous, parce qu'on est né dedans, on l'a vécu en direct. Mais le 11 septembre, quand tu as 2-3 ans, 4 ans, ben, tu sais pas ce que c'est, tes parents, ils vont pas t'en parler, ils vont te protéger. Après, tu grandis, et là, maintenant, tu as 30 balais, tu lis ce courrier et tu vois que, effectivement, mais en fait, Ben Laden, il avait raison de rouspéter, de dire que les Israéliens étaient des criminels. Et là, ça s'est retourné contre eux, mais c'est un truc c'est délirant. Donc, je me dis qu'il se passe quand même des choses super intéressantes. Je rappelle également que les États-Unis n'ont pas les moyens de payer leurs fonctionnaires. Ils risquent un shutdown toutes les 6 semaines. Quand les États-Unis vont s'effondrer dans la prochaine crise financière, Tel Aviv s'effondrera, clairement et définitivement. Je rajouterai aussi que c'est une construction bancale, c'est un château de cartes dirigé par des corrompus. On a vu Ehud Olmert, il est allé en prison parce qu'il était totalement corrompu en tant que maire de Jérusalem, etc. On voit aujourd'hui Netanyahou, c'est une catastrophe. Je rappelle que son fils est sur les plages de Miami Beach en train de siroter des mojitos et des cocktails, alors que les autres, ils sont en train de crever face aux soldats du Hamas et du Hezbollah. Je rappelle aussi un truc quand même qui est très important. Depuis quelques jours seulement, hein, je suis en train de suivre les déclarations du Hamas et du Hezbollah. Et en fait, ils sont en train d'essuyer des dégâts très importants. Là, je viens de voir une vidéo d'un drone israélien qui a été abattu par le Hezbollah. Une position aussi dans le sud Liban. Ils ont bombardé une position de l'armée de Tsahal, etc. On voit aujourd'hui sur Internet des vidéos de soldats israéliens en train de se faire tuer par le Hamas. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire, ils te montrent le gars qui va tirer. D'un autre angle de vue, il montre les soldats qui sont ils sont dans un appartement, qui se prennent la bombe. Et en fait, ils disent, hein, Abu Obaïda explique que le nombre de morts israéliens soldats
est infiniment supérieur à ce qu'ils disent. Ils ont dit, je crois, le dernier chiffre, c'est 47. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, Oui. voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, concernant la pérennité de l'entité sioniste, moi, je pense que ça ne va pas durer longtemps. Ronnie Broman l'a dit, c'est pas sérieux, c'est une construction qui est pas très, très sérieuse. On ramène beaucoup de Russes miséreux des années 90 qui eux-mêmes ont trafiqué leurs papiers en faisant croire que la Russie était totalement corrompue, c'était très facile de faire n'importe quoi comme paperasserie, il suffisait de mettre des sous. Ils disaient qu'ils étaient juifs, ils n'étaient même pas juifs, ils parlent même pas hébreu. Tu as 2 millions de juifs russes qui parlent même pas hébreu, qui ont des chaînes russes, de télé russes, des écoles russes. C'est quand même assez extraordinaire comme assemblage. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Donc, la corruption est énorme. La mafia juive fait des dégâts. Donc, voilà, je pense pas que... Franchement, ça va pas durer longtemps. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jacob. Ils ne laisseront jamais une solution à 2 États. Jamais, jamais, jamais. Et moi, ma solution, je l'ai donnée à plusieurs reprises. Pour moi, les Palestiniens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à voter pour une solution à 2 États, pas à 2 États. C'est leur problème, c'est pas le mien. Je suis pas palestinien. Par contre, une chose est certaine, hein, si les pays arabes fermaient juste les robinets du pétrole et du gaz, cette affaire serait réglée demain matin. Voilà. C'est-à-dire que si, je prends un exemple tout bête, hein, le président algérien, étant franco-algérien, Abdelmadjid Tebboune, il donne une information. Il dit, voilà, j'engage l'Algérie à fermer les robinets du pétrole. Je vais faire un référendum populaire vendredi prochain. La population algérienne vote. Attention, il y aura des conséquences économiques. On va avoir du mal à boucler le budget. Mais est-ce qu'on soutient oui ou non Gaza? Jeudi, il dit ça lundi, hein, jeudi, le baril de pétrole, il est à $300. Vendredi, c'est sûr que l'Algérie va voter oui pour fermer les robinets du pétrole. Samedi, le baril, il est à $500. Panique générale sur les marchés. C'est terminé. La guerre s'arrête immédiatement. Immédiatement. Parce que les Américains, aussi chrétiens, évangélistes, sionistes soient-ils, eux, ils veulent juste rouler en 4x4, avoir une grande maison, vivre à crédit et mettre du pétrole pas cher dans leur SUV. C'est tout ce qu'ils veulent. Hein. C'est des consommateurs, des hédonistes. Ils ne sont pas prêts à aller mourir. Hein. Ils ont envoyé les Juifs pour aller crever pour eux. Et d'ailleurs, ils méprisent les Juifs. S'ils ne se convertissent pas, les Juifs, ils iront en enfer selon leur dogme. Donc tout ceci n'a ni queue ni tête. Encore une fois, un assemblage hasardeux de circonstances pour des histoires de messianisme à 2 balles qui n'a ni queue ni tête en fait. Donc quand on rassemble toutes ces informations, on se dit que quand même la fin n'est pas loin. À mon avis, la fin n'est pas loin. Oui, effectivement, il y a tellement de contradictions dans cette construction hétéroclite qu'est Israël, quand on sait effectivement que les Ashkénazes considèrent les séfarades comme des juifs d'une qualité inférieure, sans parler des juifs éthiopiens, des falachas, qui sont considérés presque comme des animaux humains hein, à l'échelle des Palestiniens. Ils ont stérilisé leurs femmes, Eric. Oui. Ils ont stérilisé leurs femmes pour ne pas avoir de juifs noirs. C'est quand même, ça a été fait, ça. Absolument. Et les séfaradim, les enfants des juifs yéménites qui ont été kidnappés, enfin, qui fait ça à son propre peuple? Qui fait ça? Il n'y a personne qui fait ça. Tu prends n'importe quel pays, personne n'a fait ça. Les Américains, ils ont fait ça sur les Indiens. Les colons font ça, en fait. Les colons font ça, puisqu'ils méprisent. Mais là, on nous dit, oui, venez tous. On va être sauvés dans cette nouvelle patrie. Et après, ils les kidnappent, ils leur font des tests, des essais cliniques, des tests médicaux sur eux. Les autres, les falachas, les pauvres, ils vont les stériliser. Et comment c'est possible? Non. Moi, je suis un peu de ton avis, Salim. D'ailleurs, je l'ai écrit dans de nombreux articles. Je crois qu'Israël n'a pas de futur possible au Proche-Orient. En tout cas, pas avec cette politique,
pas en semant la mort et la haine. En semant la mort et la haine, on ne peut pas se garantir de pérennité et de durée dans un tel environnement. Si Israël avait envie de s'installer dans la durée, il devrait faire preuve de bon sens, de raison. Il devrait faire preuve d'humanité, de respect, de considération pour ses voisins. Mais à partir du moment où tu commences à traiter celui à qui tu as volé la terre d'animal humain, il ne faut pas espérer qu'en retour, lui et sa descendance te regardent avec un œil bienveillant. Israël se met en danger tout seul parce que c'est un asile à ciel ouvert. Israël est le seul pays où la raison n'a plus aucune valeur. Le bon sens, le raisonnable, tout ce qui est normal pour nous n'a aucune espèce de valeur en Israël. Et c'est pour ça que, indépendamment de toutes les erreurs politiques qui sont commises, il y a cette perlée de raisons qui font que, effectivement, si Israël ne change pas de politique, il n'a pas de futur possible au Proche-Orient. Je voudrais qu'on essaye de conclure sur une note optimiste, même si ça va être difficile. Comment vous voyez, vous, l'évolution de la situation, Jacob, Salim? Écoutez, moi, personnellement, je suis plutôt pessimiste. C'est-à-dire, je ne vois pas le sionisme faire sa révolution démocratique, humaniste, et se dire, bon, écoutez, on s'est trompé jusque-là, allez, on va essayer de régler proprement tout ça et on va essayer de faire la paix. Voilà. D'autant plus que c'est une société qui va de plus en plus vers l'extrémisme, le messianisme, le fascisme, etc. Voilà. Et donc, moi, personnellement, je ne crois pas, malheureusement pas, à une telle, même si, comme les arguments évoqués par Salim, tendent à montrer que les bases de ce pays sont ébranlées, commencent à être ébranlées au niveau mondial. Mais malheureusement, l'effet que ça a sur la société israélienne, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire, personne ne nous aime, et ben nous, on emmerde le monde et vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Malheureusement, je connais un peu cette mentalité pour pouvoir le dire. Voilà. Mais quelqu'un me disait, ce sera peut-être la première fois qu'un peuple provoquera son propre holocauste. Là, ils ne pourront pas dire c'était le méchant Hitler. Et ils devront se dire, nous avons provoqué le malheur qui s'est abattu sur nous. Parce que la haine qui est en train de coaliser autour de lui, Israël, n'a pas d'égal, en tout cas, de mémoire d'homme, je ne me souviens pas qu'un pays ait coalisé contre lui autant de force, autant de sentiments, autant d'émotions négatives. Et si effectivement l'action est la conséquence de la réflexion, en ce moment on est dans cette phase-là de réflexion, d'analyse. On essaye, les gens qui étaient indifférents à la situation du Proche-Orient s'y intéressent de plus en plus, et essayent de comprendre. Si je peux me permettre, Eric. Vas-y. Les sionistes le savent. Vous savez, il est de tradition que, et c'est fait à plusieurs reprises, que des anciens chefs du Mossad, du Shin Bet, de l'armée, une fois leur service terminé, ils expriment leurs craintes et ils le font publiquement dans des manifestes et ils disent nous allons contre le mur. Mais malheureusement, c'est un système qui ne peut pas changer. C'est ça le drame. Vous savez qu'il y a un vice, le vice-chef d'état-major ou le général ou le chef d'état-major adjoint. Il s'appelle Yair Golan. En 2018. Et donc il a 2017-2018, évidemment, il s'est
comment dire, il a abandonné il a mis fin à sa carrière prématurément. Il avait dit: ce qui se passe aujourd'hui en Israël, ça rappelle les débuts des années 30 en Allemagne. Est-ce que vous imaginez la portée de... Mais le problème, c'est qu'il y a des voix qui le disent. On le sait, ils le savent, mais comme un train fou qui va contre le mur, il est inarrêtable. C'est ça le drame. Voilà. C'est terrible. Mais c'est pour ça, je trouve que c'est hyper important de rappeler que justement, c'est à cause de cette folie, cette sauvagerie sioniste israélienne, qu'il faut rappeler qu'il ne faut pas confondre le judaïsme et le sionisme. C'est capital, parce que sinon, le juif du quotidien, d'abord, moi, je vois des juifs beaucoup plus dynamiques et militants antisionistes que les maghrébins musulmans eux-mêmes. Déjà, à la base, c'est un truc de fou, hein. Et bien pourtant, là, ce week-end, à Paris, des juifs ont manifesté contre le sionisme, contre les massacres, contre Netanyahou. Aux États-Unis, c'est de la folie. Les jeunes, ils ont fait des trucs magnifiques, le statut de la liberté, la gare de, je sais plus, de New York. Bon, bref. Donc, il faut vraiment rappeler les Naturei Karta, le quartier de Mea Shearim qui est en train de souffrir actuellement des exactions de l'armée sioniste. Ils se font taper dessus, enfin, c'est horrible ce qu'ils leur font parce que c'est des antisionistes pro-palestiniens. Donc il faut vraiment insister là-dessus régulièrement pour que ceux qui nous écoutent, qui voient ces images d'une extrême violence, ne se vengent pas sur le voisin du palier ou le boucher. Voilà, ça c'est franchement important parce que moi, en tant que quelqu'un, on va dire, de lettré, je connais le monde, je suis âgé, 48 ans, j'ai vu des choses, je comprends, mais un petit jeune de 20 ans, il est un peu, voilà, il a un peu le sang chaud, etc. Donc, il faut bien leur expliquer ça, c'est très important. Absolument. Et nous avons un très bel exemple avec Jacob. Exactement. Et, une conscience populaire, je dirais. Et j'avais dit un jour à Jacob que Israël mériterait d'avoir un président tel que lui. Et si vous permettez aussi, il y a un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que là, les gens, on parle de plus en plus médiatiquement du messianisme, hein, le sabbataïsme, etc. Oui, oui. Et ça, c'est important parce qu'on nous dit Israël, la plus grande démocratie du monde, c'est une des plus grandes escroqueries de tous les temps. Ils n'ont pas de constitution, pas de frontières. Enfin, c'est pas possible. Et surtout, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a vu le sionisme athée, Théodore Herzl, s'installer, bien sûr sous couvert, avec une excuse religieuse pour amener les gens là-bas. Mais c'était quand même très athée, hein. Il y avait pas, ils n'étaient pas religieux. Et là, on voit ce sionisme se transformer petit à petit en messianisme revendiqué de gens qui veulent reconstruire le troisième temple, etc., détruire le dôme du rocher et faire reconstruire leur troisième temple pour la venue du Mashiach. On a vu Rav Ron Shaya dernièrement expliquer que le plus grand rabbin américain avait dit que le Mashiach était sur terre, que ça y est, c'est bon. Ça, par contre, ça, c'est quelque chose de très grave, hein, parce que Sabbatai Zevi, juste avant 1666, il avait fait déplacer des dizaines, des centaines de milliers de juifs dans les villes européennes à Jérusalem. Ils ont vendu tous leurs biens, ils sont partis. Hein. Ça déstabilisait les économies locales, etc. Bref, donc, et ces gens-là sont soutenus par, encore une fois, des timbrés sectaires d'évangélistes américains, ultra-sionistes, qui veulent, pour eux, ils sont partout, hein, au gouvernement, c'est la Bible Belt. Hein, vous savez qu'aux États-Unis, les protestants, les WASP, White Anglo-Saxon protestants, ils sont majoritaires par rapport aux catholiques, et ils veulent, ils ont des moyens. C'est eux qui valident les budgets à 14 milliards, etc. Et c'est eux le problème. Ce sont eux le problème. Et ça serait bien de parler de ça aux gens pour qu'ils comprennent qui est derrière tout ça, qui ferme les yeux, qui finance, qui va empêcher, qui va
mettre un veto sur un vote, qui va empêcher de la vérité d'éclater, les médias, etc. C'est ce lobbying extraordinaire de l'évangélisme sioniste américain qui est ultra puissant, extrêmement riche. C'est les États-Unis, on parle du gendarme du monde. Donc ça, c'est important. Et pour finir, je voudrais dire que la moindre des choses, je parle de la population, je ne parle pas des gouvernants. On a vu un responsable saoudien, Turki Halal Sheikh, qui, dans un festival de musique en Arabie Saoudite, le festival offrait un menu McDonald's supplémentaire à ceux qui achètent un menu. C'est-à-dire le monde entier boycotte McDonald's, les Occidentaux compris. Au Maroc, c'est une catastrophe. Ils ont dû faire des campagnes de propagande pour dire que non, on n'a rien à voir avec McDonald's, on est une franchise, alors que c'est faux. Ils payent la franchise. Tous les ans, ils payent la franchise. Donc, ils sont McDonald's. Et on a ce Saoudien, cette ordure qui pousse à manger de la junk food en payant, c'est-à-dire c'est la Saoudie qui va payer McDonald's, parce que c'est pas gratuit. Ils vont payer. Ils n'offrent rien. Ils vont le payer, le sandwich. Donc, nous, en tant que citoyens, en tant que peuple, il faut qu'on pratique ce boycott parce que c'est le nerf de la guerre, c'est le pognon. Je rappelle qu'un des plus grands services de services de renseignement israéliens, c'est celui qui lutte contre BDS. C'est celui qui lutte contre BDS. C'est au quotidien. C'est leur peur panique parce qu'ils savent que s'ils vendent leurs marchandises et s'ils n'arrivent plus à vendre leurs marchandises, ça va être problématique. Donc, faites très attention à ce que vous achetez parce que c'est la moindre des choses que vous puissiez faire. Le type, il dit, ouais, mais je peux rien y faire, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis petit. C'est aux autres c'est au gouvernement d'agir. Tu agis avec ton portefeuille. Voilà. Absolument. C'est très important de le rappeler. Messieurs, ça a été un plaisir de vous entendre et de passer cette heure avec vous. Le sujet, évidemment, est grave et on aura probablement l'occasion d'y revenir. Mon cher Jacob, tu sais que la maison est petite, mais le cœur est grand. Tu y es le bienvenu quand tu veux. Mon cher Salim, je te dis la même chose. Je te répète le plaisir que j'ai eu à te recevoir aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des choses ensemble parce qu'il est important de réunir des voix pour qu'elles soient entendues peut-être davantage que lorsque nous sommes tout seuls sur nos chaînes respectives. Avec plaisir. Ensemble. Avec plaisir et salutations à toute l'équipe. Merci. Merci Jacob. Merci Salim. Merci. On vous retrouve. On vous retrouve à 20h pour cinéma d'hier et d'aujourd'hui, comme tous les dimanches soirs. Donc, on vous offre 2 heures de repos. Vous allez pouvoir profiter de ce temps pour dîner ou vous détendre. On se retrouve à 20h. Merci. Salut. À bientôt. Bonsoir.